Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, du Fonds monétaire international, et Monsieur David Malpass, président du groupe Banque mondiale. Du Canada, nous vous disons dans notre langue maternelle Azul Filawen, en arabe Tahiyatuna lakum, et en français nous vous saluons, et en anglais our greetings. Madame Georgieva, Monsieur Malpass, nous avons eu l'occasion de nous adresser à vous en octobre 2019 à travers un message en anglais que nous avons envoyé à vos services, que nous avons diffusé sur le web. Actuellement, l'Algérie est dans une guerre avec le Mali et le Niger. Cette guerre qui a été déclenchée par le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Cette guerre est affreuse, même si elle n'est pas couverte par les médias. La guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger est affreuse. Le dernier sommet en visioconférence du Tchad, à N'Djamena, du G5, on dit long. Nous allons revenir. Maintenant, nous adressons à vous afin de vous dire d'emblée que nous sommes disposés à venir à Washington discuter avec vos économistes, avec vos spécialistes en relations internationales et vos théoriciens de l'aspect économique que nous allons survoler après, que nous allons juste survoler après. Nous ne pouvons pas y aller dans le détail, mais avec vos économistes, vos spécialistes en théorie des relations internationales, les spécialistes en équilibre, etc. Nous allons les aborder dans le détail. Nous nous adressons à vous, escalité, c'est-à-dire en tant que président du groupe Banque mondiale et présidente du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Donc, nous éviterons de vous charger avec avec des détails. Il y a des détails très sensibles que nous allons éluder, probablement que nous allons faire allusion. C'est la situation, donc il s'agit de la situation en Algérie. Il s'agit de la situation triplement grave en Algérie. D'un côté, vous avez la guerre que nous avons anticipée depuis 2014 entre le Mali, le Niger et l'Algérie. D'un autre côté, une justice transférée au marché. Et d'un troisième guerre, c'est les décisions au niveau des programmes d'ajustement structurel du FMI pour la stabilisation de la balance des paiements et du programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale pour relancer l'économie. Avant de commencer notre intervention, à proprement parler, nous voulons d'abord commencer par deux excellentes bonnes nouvelles. La première excellente bonne nouvelle est que d'après les chiffres de la Banque mondiale d'il y a 2 semaines, c'est-à-dire de février 2021, les réserves internationales hors inclus de l'Algérie s'élèvent à 71 milliards 795 950 715 dollars. Nous répétons donc, les réserves internationales de l'Algérie s'élèvent, d'après les chiffres de la Banque mondiale, s'élève à 71 milliards 795 950 715 dollars. Ça, c'est pour les réserves internationales hors inclus. L'autre bonne nouvelle, c'est que si nous avons travaillé plutôt sur les interventions d'Olivier Blanchard, ancien économiste en chef et conseiller du Fonds monétaire international qui s'est déplacé à Alger en 2013-2014, si nos souvenirs sont bons. 2013, nous avons suivi ses interventions et nous avons utilisé bien sûr son livre de théorie économique qui nous est enseigné à l'Université de Montréal. Donc nous avons évité, du moins nous nous intéressons un peu moins aux déclarations de l'ancienne directrice générale du FMI, Madame Christine Lagarde. Mais cette fois-ci, nous allons la reprendre parce qu'il y a des éléments clés qui nous permettent de comprendre pourquoi la Constitution a été réécrite, etc. Donc,
D'après une publication, un article de blog de Madame Christine Lagarde sur le site internet du Fonds monétaire international, en 2013, l'État algérien s'est engagé à mettre à la disposition du FMI 5 milliards de dollars. Donc, si ces 5 milliards de dollars ont été utilisés par le FMI pour aider probablement la Grèce, par exemple, qui souffrait en 2015, qui est rentrée dans une tempête, une tempête à partir de 2015. Donc, si ces 5 milliards de dollars ont servi pour aider la Grèce, tant mieux pour le peuple grec. Donc, cette créance sera ajoutée aux réserves internationales de l'Algérie, qui passeront dans ce cas-là à 76 milliards. De 71 milliards à 76 milliards 795 millions 950 715 dollars. Donc ça, c'est l'engagement de l'Algérie. L'autre information, nous affirmons sans aucune preuve que l'ancien Premier ministre, le dernier Premier ministre du précédent président de la France, Bernard Cazeneuve, qui a été le dernier Premier ministre de François Hollande, a pris au moins 3 milliards de dollars de l'Algérie pour régler les problèmes des colonies françaises en Amérique. Donc, avec ces 3 milliards de dollars, les réserves internationales de l'Algérie passeront à 79 milliards de dollars, 795 millions 950 715. La deuxième excellente nouvelle, elle est là. L'Algérie, les Algériens avec résistance et dignité, bon, c'est une résistance et dignité qui a des limites, à traverser non pas une récession économique, mais c'est ce qu'on appelle une dépression économique. Bon, apparemment, il y a une remontée, une croissance. Nous allons revenir sur les détails de certains chiffres de croissance là. Et là, avec tout ce qui se passe lié à la crise, à la pandémie, donc une nouvelle récession s'annonce en Algérie. Donc voilà pour les deux premières excellentes nouvelles. La mauvaise nouvelle maintenant. Il faudrait que les réserves internationales de l'Algérie augmentent. Il faudrait que l'économie croisse. Et il faudra arrêter la guerre il faut arrêter la guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Ce n'est pas la guerre entre l'Algérie et le Mali, entre l'Algérie, le Niger et le Mali. C'est une guerre très complexe qui a été exacerbée par le président de la France. Donc voilà pour le début de notre message, un résumé succinct. Hein. Très succinct, donc sur une idée sur la direction dans laquelle nous irons, Madame Kristalina Georgieva et Monsieur David Malpass. Donc maintenant, nous allons revenir à une forme plus normée de notre message. Donc en plus, quand nous nous adressons à des instances internationales, aux présidents de certaines organisations internationales, comme le FMI et la Banque mondiale, généralement, nous informons leur administration par des emails, des courriers électroniques. Donc, à chaque fois que nous citons une organisation internationale, une autre organisation internationale ou un État, nous nous adressons directement à ce chef d'État ou bien au président de cette organisation internationale. Donc, tout à l'heure, nous allons manipuler des chiffres de l'ONU, du PNUD, bien sûr de la Banque mondiale, du FMI un peu moins, puisque ce sont quasiment les mêmes chiffres qui sont utilisés par les deux organisations. Donc, toutes les organisations internationales, tous les États que nous citerons seront informés de notre présente intervention. Donc, Madame Georgieva du FMI et Monsieur Malpass de la Banque mondiale.
Nous serons vraiment heureux de venir à Washington, au siège de la Banque mondiale et du FMI pour discuter donc avec vos économistes, discuter certains chiffres, discuter certaines théories, discuter le plan de stabilisation de la balance des paiements et l'ajustement structurel de l'économie algérienne. Donc, nous serons vraiment heureux de venir à Washington. Pour nous, ce sera une opportunité, premièrement, de venir au siège d'organisations internationales aussi réputées que le FMI et la Banque mondiale. Euh, pour l'UFMI, bon, Madame Christine Lagarde, Michel Condessus et d'autres économistes qui ont travaillé pour le FMI nous ont intéressés de par leurs écrits, de par leurs déclarations. Pour la Banque mondiale, nous avons eu la réaction, nous avons réagi à la visite de l'ancien président de la Banque mondiale, M. Kim Jong-tim, l'américain Kim Jong-tim, qui est parti en Algérie en fin 2014, début 2015. 2015, donc à M. Kim Jong-il, après avoir évalué la dévaluation du dinar d'un point de vue strictement théorique, nous avons résumé la situation de l'Algérie à travers une analyse Pestel. Pestel, P-E-S-T-E-L, hein, Pestel, et nous avons eu des mots excessivement durs, et nous le disons, nous le répétons, des mots excessivement durs envers le résident permanent de la Banque mondiale en Algérie, l'Africain Emmanuel Noguissier, que nous avons qualifié de mercenaire. Nous l'avons qualifié de mercenaire. Donc, donc ça c'est côté Banque mondiale, côté FMI. Si nous venons à Washington, si nous sommes invités par l'administration du FMI et de la Banque mondiale, nous serons bien sûr ravis de nous adresser à Jean-Louis Dauphin, l'économiste qui traite de l'Algérie, le français Jean-Louis Dauphin du FMI qui traite de l'Algérie, et nous serons vivement intéressés de nous adresser aux économistes d'extraction africaine qui travaillent sur toute l'Afrique, hein, parce que pour nous, même si nous allons parler économie essentiellement, avec des chiffres, notre objectif, c'est d'arrêter la guerre, c'est le projet Afrique 2063, c'est la ZLECA, et les conditions d'intégration économique qui sont dans notre esprit, hein. Les chiffres actuellement pour nous, même s'ils sont très importants, sont accessoires dans cette argumentation. Donc, si nous venons à Washington, nous serons ravis, bien sûr, de travailler au siège de la Banque mondiale une journée, 2 journées, le temps que cela nécessitera. Donc, ce sera une opportunité pour nous de visiter la bibliothèque Thomas Jefferson du Capitole. Donc, d'après nos lectures, il a des ouvrages extraordinaires, il a des écrits privés, intimes, extraordinaires aussi, que nous avons lus dans dans une biographie, une grosse biographie qui lui a été dédiée. Et il a une copie exceptionnelle du Saint-Coran qu'il a mise à la disposition de l'État fédéral, de la Bibliothèque fédérale, hein, qui se trouve au Capitole. Et bien sûr, ce sera une occasion pour nous, Madame Georgieva, Monsieur Malpass, de récupérer la valise d'une personne qui nous est très chère, qu'elle a oubliée récemment à Washington. Hein, c'est-à-dire avant la pandémie, avant cette pandémie, elle est venue à Washington. Bon, pour des histoires de travail qui la concernent, et pour la profiter pour rendre visite à de la famille là-bas et à des amis. Donc elle a oublié sa valise là-bas, même si elle ne l'a pas oubliée en ouvrant quand elle a été là-bas. Mais cette fois-ci à Washington, elle l'a oublié. Bon, disons, c'était un travail, donc elle l'a oublié à Washington. Pour nous, ce sera une opportunité de récupérer cette valise qui est à Washington. Monsieur Mantas, Madame Georgieva.
Donc, maintenant, nous allons essayer de dire nos objectifs. Notre objectif, c'est de participer activement à la renaissance et à la complétude de la dimension amazigh de l'Algérie et de l'Afrique du Nord. Nous allons agir pour cette complétude, pour que la majorité de l'Algérie devienne une complétude, une force. Nous allons continuer à travailler pour arrêter la guerre fratricide entre les Algériens, les Maliens et les Nigériens qui a été déclenchée par le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Dans sa dernière intervention, dans son discours introductif dans le sommet du G5 tenu en visioconférence et formellement à N'Djamena au Tchad, il a révélé toute l'hypocrisie de la politique étrangère française. Après avoir annoncé qu'ils allaient menacer de retirer les forces françaises des pays du Sahel, après avoir menacé de réduire, après avoir, etc. Maintenant qu'il a déclenché la guerre entre le Mali et le Niger, le Niger et l'Algérie, il est à l'aise. Bien sûr, et pour cela, il s'appuyait sur l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine au Sénégal, et l'UEMOA, différence l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui est à Ouagadougou au Bénin, et pire, il a dit qu'il s'appuyait sur l'Union africaine, sur les pays du Golfe pour le financement du maintien des forces d'occupation française dans les pays africains. Pour faire une synthèse rapide de toute cette situation. Si la constitution algérienne, sur laquelle nous allons revenir, un chiffon de texte, nous allons être probablement très impolis. Un texte excrément, passé en constitution par 25% des votants en Algérie, autorise l'intervention de la participation des forces armées algériennes à l'étranger, se révèle maintenant d'où est-ce qu'il vient. Maintenant, cité dans un cadre strictement, prétendument antiterroriste, l'Union monétaire ouest-africaine, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la BCEAO, les cités l'Union africaine, nous pensons avoir identifié à qui s'adresse le président de la France. Nous pensons, sans en être certains, nous pensons savoir à qui il s'adresse. Bien sûr, nous avons écouté l'intervention d'un autre chef d'État africain, très concerné par le colonialisme africain de la France. Sa déclaration contient un espoir, mais il est très petit. Donc nous donnons la possibilité à tous les espoirs de se réaliser. L'Algérie maintenant est obligée de supporter toute seule la guerre à trois. Mali, Niger, Algérie. Elle va la supporter toute seule. Avec ses réserves internationales et pour permettre au Niger et au Mali de sortir, de se relibérer, l'Algérie est en mesure, est capable de proposer à l'État malien, à l'État nigérien, une occupation du nord du Mali, du nord du Niger, moyennant un paiement. L'Algérie pourra donner 30-40 milliards de dollars pour ces deux pays, que ces deux pays se répartiraient pour qu'ils puissent se créer une banque centrale et une monnaie nationale pour quitter
le fiducide, qui est l'usage du franc CFA. Bien sûr, le Mali, le Niger, avec l'appui de l'Algérie, pourraient solliciter les autres puissances, les autres forces financières, comme la Chine, comme la Russie, comme le Japon, probablement. Voilà. Donc, monsieur Malpass, je, je reviens sur une citation. Nous allons citer en anglais et nous allons traduire en français. Parce que donc, quand nous sommes adressés à vous et à Madame Kristalina Georgieva, c'était en anglais. Donc, nous vous avons dit, I was delighted by my reading of your remarks at the United Nations, a high-level meeting for the Universal Health Coverage led by ADA, the International Development Association, a non-governmental organization sponsored by the World Bank Group. Likewise, in India and the Democratic Republic of Congo, I wish the Algerian people, to which I belong, and all their neighbors in North Africa could benefit from it. Donc, traduction rapide, nous étions vraiment subjugués par la lecture de vos remarques au sommet de très haut niveau des Nations Unies sur une couverture médicale universelle conduite par l'IDA. l'IDA, c'est l'association internationale, c'est AID, hein, c'est l'association internationale pour le développement. C'est une ONG que sponsorise la Banque mondiale. Et comme autant que l'Inde et la République démocratique du Congo, nous souhaitons que la nation algérienne ainsi que les nations voisines, la Tunisie, le Maroc, le Mali, le Sahara occidental, le Niger et d'autres pays, le Tchad, la Libye, en bénéficient de cette initiative. Nous ne pouvons rien avancer parce que nous ignorons ce qui a été fait pour l'Algérie dans ce domaine, mais nous précisons que la non-constitutionnalisation de la gratuité de la santé en Algérie, dans ce texte extrêmement devenu la Constitution, est un crime contre l'humanité. Voilà. Un autre élément, monsieur Malpass, nous vous avions dit à l'époque, now, because the Algerian fundamental law is illegal, if this law on oil is enacted, Algeria will relinquish 2 more of its sovereignty and will confirm that Algeria is on sale. Donc, quand nous nous sommes adressés à vous, monsieur Malpass, nous avons dit, à l'époque, il était question qu'une loi sur les hydrocarbures soit votée. Si elle est votée, nous avons dit que Algeria will relinquish 2 more its sovereignty. Donc, elle va encore perdre plus de souveraineté. Cette loi, malheureusement, elle est passée. Donc, il y a de nouvelles lois qui vont être passées concernant l'énergie, etc. Donc là, maintenant, l'Algérie, donc Algeria is on sale, donc l'Algérie est en vente. Pourquoi cette Algérie est en vente? Non pas parce que les Algériens, comme nous l'avons dit au début, ils sont dignes, ils sont restés dignes et ils ont résisté à ce tsunami, à cette dépression économique. C'est parce que l'État est faible. C'est ce que nous avons dit au FMI. The Algerian state is failed, is wrecked. Et quand nous sommes adressés à vous et à la directrice générale du FMI, Madame Kristalina Georgieva, nous avons suggéré au FMI de mettre l'Algérie sous le régime d'une caisse d'émission monétaire. C'est-à-dire la serrer à fond. Serrer l'Algérie à fond. Maintenant, puisque après la question monétaire sera centrale, comme elle l'est pour tous les pays qui sont victimes du fiducie du franc CFA, la question monétaire est centrale. Donc, pour nous, nous avons dit à nos compatriotes algériens, à nos Algériens, que si nous obtenons le pouvoir de décision sur les politiques publiques et les politiques internationales que nous allons conduire, nous allons les faire passer par des moments extrêmement plus durs, plus sévères que ceux que lui
lui font traverser l'UFMI et la Banque mondiale. Nous l'avons dit que nous serons plus cruels que ce que vous font subir l'UFMI et la Banque mondiale. À cet effet, M. Malpass et Mme Georgieva, donc nous vous posons cette question. Nous allons vous la poser en anglais, ensuite nous allons la traduire. What could or would be your answer if one of any of your relatives ask you, what are you making the Algerian nation suffer? Quelle serait votre réponse si un de vos proches vous posait la question suivante? Pourquoi faites-vous souffrir la nation algérienne? Donc là, nous allons maintenant aborder directement la justice et les droits de l'homme à travers un regard strictement économique. Donc, pour nous, les droits économiques, les droits sociaux, économiques et sociaux des Algériens, nous les avons abordés dans un travail que nous avons fait à l'Université de Montréal avec les chiffres du Bénin, de la Bolivie. C'est la mesure de la réalisation par des indicateurs économiques des droits humains en Algérie. Nous l'avons mesuré par l'indice des prix à la consommation et l'inflation. En Algérie, l'inflation est mesurée par un indice des prix comme incroyable mais vrai, qui combine entre deux indices, l'indice de l'asperge et de Page. Si avec un indice, nous avons des difficultés monstres à quantifier l'inflation, qu'en est-il avec un mélange savant, détonnant de deux types d'indices, l'asperge et Page? Donc c'est avec ces deux indices que nous l'avons abordé, le droit de l'homme. Donc nous avons répercuté ce travail en Algérie en 2013 quand nous sommes partis. Bien sûr, de peur de représailles, nous avons évité l'aspect politique. Nous sommes restés uniquement sur l'économique. Maintenant, depuis la destitution de l'ancien président, mais légèrement avant, la justice a été transférée au marché en Algérie. Des industriels compradors, hein, nous éviterons le terme oligarque. Des industriels compradors se retrouvent en prison. Des ministres, des chefs de gouvernement se retrouvent en prison. D'autres risquent de les suivre. Ça, c'est l'ordre du FMI et de la Banque mondiale pour que l'Algérie transfère la justice au marché, c'est-à-dire à la loi de l'offre et de la demande, et surtout de l'arbitrage dans les conflits que pose la sélection adverse et l'aléa moral, ou bien la mauvaise interprétation des signaux. À quoi assistons-nous maintenant? Des innocents algériens sont condamnés à tort et à travers. Des marchandages touchent la justice algérienne. Les victimes qui souffrent le plus sont les innocents manipulés. Ce sont les familles d'innocents manipulés. Ce sont toutes les familles. Ce sont les enfants qui souffrent. Alors que tout ça est un marchandage. Maintenant, l'élément clé d'une économie de marché bien régulée est la justice. Et la confiance en la justice, c'est la confiance dans la monnaie. Maintenant, à cause des pressions et surtout des chantages que fait le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, l'État algérien est carrément à genoux. En plus d'être à genoux, il est en guerre. Les Algériens sont en guerre. Donc,
Madame Georgieva et Monsieur Malpass. Nous sommes prêts à venir à Washington et discuter de ces aspects, mais nous allons les démontrer d'un point de vue économique. Bien sûr, nous sommes prêts à utiliser des mathématiques pour ça, nous n'avons aucune crainte. Donc, actuellement, la justice algérienne est complètement débridée. Sur quel mécanisme de marché en pleine pandémie, santé gratuite, chômage, récession, dépression économique et justice complètement déglinguée, sur quoi vont s'appuyer les Algériens et les administrations publiques pour relancer l'économie algérienne? C'est pour cette raison, en 2015, que nous avons dit que la solution est dans le cœur des Algériens, elle n'est pas dans les politiques publiques, elle n'est pas dans les politiques économiques. Nous vous lisons sur une déclaration de Madame Christine Lagarde sur son blog, sur le site internet du FMI. Voici ce qu'elle écrit. C'est l'article du blog de Madame Christine Lagarde. I continued that dialogue with my many interlocutors, President Bouteflika, and other senior officials, including Prime Minister Abdelmalek Sellal, Finance Minister Karim Joudi, Governor of the Bank d'Algérie Mohamed El-Khsassi, as well as academics, business people, and representatives from civil society. J'ai continué le dialogue avec le président de la République et des officiels de très haut rang, incluant des premiers ministres, ministres des Finances, etc. I particularly enjoyed a breakfast with a group of women leaders, which included politicians, film directors, NGOs, and businesswomen. They all spoke passionately. J'ai eu un petit déjeuner avec un groupe de femmes leaders qui incluaient des femmes politiques, des réalisatrices de films, des NGOs, ONG, and businesswomen, etc. Et Madame Christine Lagarde ajoute that Algeria is reported to I think the authorities for Algeria for $5 billion pledged the IMF global firewall, an investment that we will guard well and repay with interest in the funds and if the funds are used. Nous remercions l'État algérien pour l'aubaine de 5 milliards de dollars comme moyen de protection qui seront utilisés par le FMI, et s'ils sont utilisés, ils seront repayés avec des intérêts. Bon, ben maintenant, est-ce qu'ils ont été utilisés ou pas? Nous ignorons. This has resulted in high foreign exchange reserves and economic stability. Donc ça, c'est pour les réserves de change que nous avons confirmé qu'elles sont élevées, etc. So, what are the priorities for generating more inclusive En 2015, nous avons utilisé le terme d'absorption dans notre démonstration. Donc, il est là. To raise the required reserves rate as well as the liquidity absorption will help. Liquidity absorption, c'est l'austérité. Still, further monetary tightening may be necessary. Still, further monetary tightening. Un serrage serrer la ceinture sur la masse monétaire. C'est politique monétaire, c'est stabilisation. C'est-à-dire, là, ça s'est expliqué par la dévaluation à laquelle nous sommes radicalement contre, etc. One step, for example, will be changing laws and regulations. Ça, c'est Madame Christine Lagarde qui le dit. One step, for example, will be changing laws and regulations. C'est-à-dire changer la loi et les régulations, les mécanismes de réglementation. La loi la plus importante, c'est la Constitution. C'est la loi de la Constitution.
Et nous allons parler bien sûr de la Constitution sur des cas économiques concrets qui sont en train de se produire en Algérie maintenant. Nous n'allons pas faire dans la langue de bois. Pour cela, nous allons. Le transfert de la justice au marché a donné naissance à un chantage aux droits de l'homme par l'Union européenne au service de la France, bien sûr, et d'autres pays européens. Ça, c'est le premier effet. Alors que une recommandation, un conseil, une suggestion, juste une suggestion, de la part du FMI et de la Banque mondiale sur un fonctionnement plus transparent de la justice aurait donné plus d'effet que tout ce qui se passe là par les droits de l'homme de l'Union européenne, la diplomatie européenne, vous allez peut-être nous dire que ça relève du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et nous vous répondrons que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'est pas habilité à émettre des résolutions sévères, des résolutions coercitives, alors que le FMI et la Banque mondiale, monsieur, où vous rendez la justice plus performante, plus humaine, plus transparente, et de cesser de condamner des innocents, des innocents qui ont commencé à manifester depuis maintenant 2 années, où ça sera l'explosion. Donc c'est pour cette raison que le FMI et la Banque mondiale, que les avis, les conseils, les recommandations et les ordres qui viennent par des canaux parallèles, pour nous, sont le first best. The first best. Et tout ce que font les autres organisations deviendra du second best. Bien sûr, un avis de l'ONU est important. Un avis de l'Union européenne est aussi important s'il était moins hypocrite. Nous avons réagi à la déclaration sur la violation des droits de l'homme en Algérie une déclaration faite par la présidence du Parlement européen. Nous l'avons suggéré de venir et confirmer ça, et d'arrêter ce massacre. Ceci nous amène à parler des manifestations actuelles et de celles qui s'annoncent. Après le sommet là, virtuel du Sahel, à N'Djamena, au Tchad, qui confirme la guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger, et la guerre contre l'Algérie, nous supplions nos compatriotes algériens d'arrêter ces manifestations. Ce sont des manifestations destructrices, ravageuses. Nous leur demandons de continuer à résister dans la dignité pour sauver l'Algérie. Nous leur demandons d'être solidaires avec les soldats algériens qui sont au sud. Le dernier sommet du G5 de N'Djamena, dans le mot du roi de France, il y a le problème des 3 frontières. Au sud du Niger, Bénin, Tchad, Nigeria. Les 3, voilà. Mais il a oublié que l'Algérie, sans mentionner l'Algérie qui a une frontière avec 7 pays. Le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie, le Mali, le Niger, c'est ça? Le Niger, la Libye et la Tunisie. Et qu'actuellement, une guerre atroce est au sud de l'Algérie. Sans mentionner ça, parce que c'est lui qui l'a déclenché. Dans le dernier sommet du G5 Sahel, il a été question de tout, sauf du fiducide du franc CFA. Nous avons lu quelques réactions
sur ce que nous faisons dans ce domaine-là. Nous allons continuer à travailler jusqu'à ce que l'usage du franc CFA soit considéré comme un instrument d'un crime contre l'humanité. Donc à nos compatriotes algériens, nous leur disons, nous sommes radicalement contre vos manifestations. Mais les conditions dans lesquelles vous vivez sont si dramatiques que vous avez l'impression d'avoir raison alors qu'il s'agit d'une manipulation gigantesque dont vous avez été victime. Mais nous allons continuer à vous défendre et nous disons que nous défendons les innocents en leur demandant de faire attention, de regarder juste autour d'eux. Nous leur disons que Harrata, dans la région de Béjaïa, risque de devenir l'équivalent de Misrata en Libye. Ça, Harrata, au train où vont les choses, là, si elle ne s'arrête pas, elle risque de devenir le Misrata social. Misrata social de l'Algérie. Nous disons que toutes les violences qui sont là et qui vont s'exacerber dans le futur ont pour source et cause la Banque centrale, le ministère des Finances et l'état-major de l'armée. Donc, à l'état-major de l'armée maintenant, arrêtez ce carnaval de la justice. Arrêtez ces gesticulations. Nous vous demandons, laissez les Algériens manifester, laissez-les casser leur pays s'ils le veulent, c'est le pays des Algériens, de tous les Algériens. Ils vont casser 3 carreaux de 90 portes, laissez-les. Maintenant, s'ils le font, là maintenant c'est clair que et le peuple et les généraux sont contre l'Algérie. Nous ne parlons pas du gouvernement là. Le gouvernement, c'est des agents de bureau là. Vous disons à l'état-major de l'armée, il y a tous les Algériens. Depuis combien d'années n'avons-nous pas entendu Kassemen entonner intégralement? Kassemen entonner intégralement. Nous avons démontré que, ça depuis 2016 que nous avons démontré que toutes les actions de la France sont hypocrites, sont de la saloperie. Et en particulier depuis l'élection du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Donc, chers compatriotes, arrêtez. Arrêtez les manifestations. Arrêtez. Du Canada, nous allons continuer à appeler à la paix et à l'imagérité de l'Algérie. Il est temps de considérer l'imagérité de l'Algérie dans son intégralité, dans sa complétude. Non pas des postures de petits intellectuels de salon là. Ou bien des petits mots sur Facebook ou des petits mots de papier là. Il faut l'assumer, la complétude, l'intégralité pour que la nation algérienne qui jusqu'à maintenant est dans un processus de dignité magistrale. Ouais. Donc, Mme Georgieva, directrice générale du FMI, et M. David Malpass, nous sommes un peu passionnés. Passionnés, il s'agit de notre patrie. Parce que nous sommes sûrs et certains. Plus du moins, probablement que nous avons parlé de manière passionnelle. Il s'agit de notre patrie. Parce que nous sommes convaincus, Mme Georgieva et M. Malpass, que vous allez faire autant à votre pays.
Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, Monsieur David Mapas, président du groupe Banque mondiale. Donc nous continuons. Le premier élément que nous allons aborder sera très rapide et très important. Parce que dans la position extérieure nette de l'Algérie publiée par l'UFMI, apparaissent des intérêts. Alors que l'Algérie est réputée non endettée. Non endettée, c'est un trop gros mot pour nous. Parce qu'il y a une première dette d'environ 1 milliard de dollars US fourni. C'est un prêt qu'a accordé la Banque africaine de développement à l'Algérie. Il y a de cela 5-6 ans. 5-6 ans. Et il y a l'aide publique au développement, de Official Development Assistance. Nous n'allons pas rentrer dans le détail prêt concessionnel, non concessionnel, etc., la durée, etc., etc. Mais nous savons dans l'aide publique au développement, un sujet que nous avons traité d'une manière assez détaillée, suite à une tribune de l'État français. Nous disons bien, suite à une tribune de l'État français dirigée par le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Une tribune signée dans le monde diplomatique par 2 anciennes ministres, une ministre et porte-parole, plus 2 économistes, un Belge et un Français de l'université de Berkeley, San Francisco, aux États-Unis. Nous avons réagi d'une manière assez sévère et assez détaillée. Nous savons que dans l'aide publique au développement, c'est-à-dire l'Official Development Assistance, il y a une partie dont, à partir de 20-25%, maintenant, est-ce que les taux ont changé par l'OCDE? Nous l'ignorons. Hein? Nous savons qu'à partir de, quand il y a une partie dont de 25%, le prêt est considéré comme une aide. Une aide non au sens généreux du terme. C'est une forme de conditionnalité. Donc nous avons traité les chiffres de l'aide publique au développement de l'OCDE en direction de l'Algérie et de l'Afrique. Les chiffres de la Banque mondiale, du FMI, sont divergents de ceux de l'OCDE. L'élément le plus important pour nous, c'est que l'Algérie paye des intérêts sur l'aide publique au développement. Ça, c'est là. Donc, nous avons liquidé l'aide publique au développement que nous sommes prêts à reprendre avec les économistes du FMI et de la Banque mondiale. Ça, c'est pour l'élément. Donc, en parlant de l'aide publique au développement, nous pensons bien sûr à cette partie de l'aide publique au développement qui sert à financer la colonisation française en Afrique, à travers la force Barkhane, un cours là. Donc, ça, l'élément le plus important, c'est la colonisation, la continuation du fiducie monétaire du franc CFA et le paiement d'intérêts. Maintenant, bien sûr, en faisant le lien avec Afrique 2063, avec la ZLECA, nous n'oublions jamais la zone de libre-échange continentale africaine que nous allons aborder par le côté algérien parce qu'elle nous donne la preuve de la guerre. Donc, nous sommes surpris. Pourquoi la France pilote la guerre et la prétendue lutte antiterroriste en Afrique du Sahel? Et bien sûr, le retrait de l'ONU. Même s'il continue à financer la présence française en Afrique. Bien sûr, nous signalons la présence des forces canadiennes au Niger. Donc, ça s'imbrique, tout s'imbrique, hein, tout s'imbrique. Dans cette dernière réunion-là de N'Djamena, tout a été dit.
sauf l'indépendance réelle, la libération de l'Afrique du franc CFA. Bien. Donc, le président de la France tient ses anciennes colonies par la monnaie. Il n'y a aucun autre élément et il n'y a aucune autre variable qui pourrait expliquer cette situation. La variable explicative serait l'état de déliquescence économique de la France, qui, sans les ressources naturelles des pays africains, serait un pays du tiers-monde. Voilà. Nous précisons, nous le répétons une énième fois. L'un de nos espoirs est de visiter assez bientôt la France. Un pays que nous apprécions beaucoup, où nous avons beaucoup d'amis, et où nous avons des compatriotes algériens qui soient demeurés de nationalité algérienne ou devenus des binationaux, que nous avons beaucoup là-bas. Donc ça, c'est pour le côté aide publique au développement. L'autre élément maintenant. Énergie. Le gouvernement algérien fait des déclarations, du moins on lui accorde des déclarations sur l'énergie renouvelable, l'énergie de développement durable, et tous ces beaux concepts qui ne sont jamais enseignés en Algérie. Récemment, Algérie Presse Service, l'agence officielle de l'État algérien, a publié un communiqué du ministère de l'Énergie qui a dit, voilà, comme ça, nous citons, le volume global des exportations d'hydrocarbures a atteint 82,2 millions en tonnes équivalent pétrole, TEP, en 2020 pour une valeur de 20 milliards de dollars, soit des baisses respectives de 11% et de 40% par rapport à 2019. C'est-à-dire des baisses en volume et en valeur. En valeur de 11% et de 40% par rapport à 2019, a indiqué dimanche le ministère de l'Énergie dans une synthèse portant sur le bilan annuel des réalisations provisoires du secteur. À partir de ces chiffres, nous avons fait quelques calculs et nous avons déterminé par un calcul de moyenne sur les en référence au WTI, West Texas Intermediate, que l'Algérie vendait 4 dollars moins cher sa TEP que la moyenne. Hein. D'après les moyennes de l'UIA, c'est US, United States Energy Information Administration, de l'administration qui nous a fourni les informations sur les prix moyens annuels du pétrole. L'Algérie vendait 4 dollars de moins sa TEP. Les lectures que nous faisons, donc le pétrole algérien est vendu beaucoup moins cher. Nous disons beaucoup moins cher, 4 dollars c'est énorme pour nous. Que le prix moins cher que le prix moyen mondial. Le baril algérien est trop volatile. Le prix du baril de pétrole algérien est trop volatile. Donc, s'il intervient dans l'équation du taux de change, ce serait un autre crime. Nous vous signalons qu'au Canada, aucune corrélation n'a été trouvée entre le prix du baril de pétrole et le taux de change du dollar canadien sur les marchés internationaux. Donc, bon, bien sûr, en étant vendu 4 dollars de moins que le prix moyen mondial, ça veut dire que ces ventes se réalisent avec des contrats à option, probablement, et des premiums. Pourquoi pas des premiums? Donc, pour nous, l'élément le plus important,
le prix du pétrole ne doit pas être une variable dans la détermination du taux de change. Parce que si le prix du baril de pétrole est une variable de détermination du taux de change du dinar algérien, que nous allons reprendre après, cibler l'inflation devient une impossibilité. Donc la Banque d'Algérie qui nous raconte des salades, nous disons bien des salades, nous allons revenir sur les banques. Cibler l'inflation devient une impossibilité. Devient une impossibilité. Donc, la question la plus importante dans ce prix du baril de pétrole vendu 4 dollars moins cher que le prix moyen mondial concerne les bénéfices. Quels sont les bénéfices de l'Algérie, donc les 4 dollars? C'est-à-dire, quand nous déduisons les charges du personnel, les assurances, les amortissements, etc. Tout ça, quand on le prix de l'électricité, de l'eau, la nourriture des travailleurs, etc. Le transport, etc. Quelle est la part du bénéfice? Quand vous vendez pour 200 dollars, et nous ignorons comment sont réalisés les contrats avec les étrangers. Est-ce qu'ils sont en cost plus? Est-ce qu'ils sont en direct cost? Nous ignorons tout ça. Tous les ministres algériens qui se sont succédés commencent à parler, oui, les prix du pétrole, ceci, cela, etc., etc. Non, révélez-nous au moins un exemplaire pour révéler un exemplaire de contrat pour les étudiants et les économistes algériens pour qu'ils apprennent à parler avec des chiffres. Ça, c'est pour l'énergie. L'industrie. De petites entreprises publiques algériennes, petites ou moyennes entreprises algériennes, comme l'ENEM de Tizi Ouzou, se sont retrouvés dans une bourrasque. Une bourrasque, une tempête. Une tempête. Il est probable que des compatriotes algériens aient fait la même suggestion que nous. Il est fort probable. Nous ne sommes pas des nombrilistes. Mais nous parlons pour nous-mêmes. Nous avons proposé aux travailleurs de l'entreprise nationale des industries de l'électroménager, l'ENIM de Tizi Ouzou, et c'est valable pour le secteur du cuir, c'est valable pour la production de la tomate, tout ce qui est secteur public, c'est valable. Nous avons proposé la baisse des salaires de 20 à 25%, de leur salaire, de 20 à 25%. La suppression pure et simple de la prime de rendement individuel et de la prime de rendement collective. Du rendement collectif. Ce sont deux primes d'incitation, d'encouragement, nous ignorons. Comment on peut les qualifier? D'un point de vue économique, elles n'ont aucun sens. Ça veut dire tout. D'un point de vue économique, elles ont un sens, bien sûr, théoriquement explicable, c'est-à-dire c'est l'augmentation de l'inefficacité. Donc, réduction du salaire, suppression de la PRI-PRC, et en contrepartie, les travailleurs demanderaient à ce que leur temps de travail soit réduit de 3 à 5%, d'une heure par palier de 3 à 5% de la réduction des salaires. Donc, bien sûr, par cette mécanique, il y a un effet papillon positif. Il va toucher sur l'ensemble du secteur public algérien. Nous le répétons, nous ne sommes pas nombrilistes, nous avons dépassé ces considérations. Il est probable que des économistes algériens aient proposé ça, d'autres. La réaction a été immédiate. Dans des termes inadéquats, économiquement parlant inadéquats.
l'ENIAM, cette entreprise nationale de l'industrie électroménager, n'est pas atteinte, n'a pas de problème de liquidité ou de solvabilité, quelque chose comme ça. Nous maintenons cette proposition. Baisse des salaires de 20 à 25%. Suppression de la PRIPRC. Réduction du travail proportionnellement à ce que les travailleurs offrent. Et bien sûr, l'entrée dans le capital de l'entreprise. Ainsi, les travailleurs seront partie prenante. Là, actuellement, les travailleurs ne sont pas une partie prenante. Ils deviendront une partie prenante, c'est-à-dire ils participeront dans la prise de décision. Nous la maintenons et nous sommes sûrs et certains qu'en l'état actuel de l'Algérie, c'est la solution qui présente un maximum d'efficacité, qui n'a pas atteint le top de l'efficacité, parce qu'il reste les critères de performance à mesurer là. Les maladies et tout ça, le comportement professionnel, hein, le comportement managérial, le comportement de l'Algérien en tant qu'acteur économique, agent économique, avec socialisation du capital de l'entreprise. Ça, donc ceci est valable. Les banques, problème de liquidité monétaire, problème de ceci, problème de trésorerie des banques, etc., etc. Madame Georgieva, Madame Monsieur David Malpass, nous n'allons pas, nous n'irons pas avec le dos de la cuillère. Ce qui est visé, nous suivons ce qui se passe en Tunisie et au Maroc. La première remarque, aucun procès n'a touché le secteur financier en Algérie. Si vraiment le secteur financier en Algérie, le secteur bancaire en Algérie est aussi sain que nous pouvons le croire, quand même, nous sommes ravis. Nous sommes que ravis de cette situation. Deuxième remarque, est-il, en voyant le site internet de la Banque d'Algérie, le site internet, c'est tout, pas plus, le site internet de la Banque d'Algérie, ou bien les sites internet de différentes banques qui proposent des produits islamiques pour permettre l'entrée de l'argent du pays du Galles en Algérie dans le secteur de l'agriculture. Est-il possible d'être optimiste sur la modernisation du secteur bancaire en Algérie? Préférons plutôt citer les fameux memes, les fameux citations là, les fameux slogans, les fameux le slogan de Too Big to Fail, trop grand pour chuter, concernant les grandes banques mondiales. To fail to jail, si tu échoues, tu iras en prison. C'est le cas de certaines banques américaines. Mais maintenant, because you are failed, you will be sold. C'est parce que tu as failli que tu seras vendu. La banque, toute banque qui a failli doit être vendue. Nous sommes pour la vente des entreprises publiques. Il n'y a aucun problème pour ça. Condition que ceux qui doivent les vendre savent les vendre. Ils doivent savoir les vendre. À condition que ceux qui vont les vendre savent à qui les vendre. À condition que ceux qui savent les vendre savent à qui les vendre. Ça, c'est la deuxième condition. Bien sûr, quel est l'arbitre qui va décider sur le prix de cession d'une banque? Maintenant, nous
pensons, nous suspectons, parce que nous ignorons quels sont les accords qui sont signés, la teneur des accords signés entre l'Algérie, l'État algérien et la Banque mondiale et l'UFMI, nous pensons que, comme l'ont vécu la Tunisie et le Maroc, il s'agit de préparer le terrain pour les banques étrangères pour la libéralisation totale du secteur bancaire algérien et pour le marché libre de la finance en Algérie. Donc, pour cela, il faudra liquider certaines banques publiques et en privatiser d'autres. La liquidation, comment se fera? La liquidation du premier facteur, c'est le facteur humain. Le départ à la retraite, ceux qui vont quitter d'eux-mêmes vont quitter d'eux-mêmes, ceux qui seront réabsorbés par d'autres banques ou d'autres compagnies, par du piston, par du pantouflage ou par la compétence. Alors, donc, il restera, qu'est-ce qu'il restera? Les dettes de nos entreprises. Dans ce cas-là, elles seront collées à l'État algérien qui va les assumer. Et les actifs liquides des banques publiques qui resteront seront vendus à des Algériens ou à des étrangers. Selon les actifs très liquides, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les bâtiments dans les grandes villes, même si cela a diminué. Donc, toutes les opérations, tout ce qui touche aux banques là, c'est la préparation d'un marché un peu plus large, c'est-à-dire la création d'une demande. Bon, la demande solvable, elle doit exister. C'est de créer un service de qualité pour cette demande solvable à travers les banques étrangères. Et si les banques étrangères que nous avons traitées en 2015, avec l'histoire du partenariat public-privé, hein, et s'il y a des banques qui sont très gentilles, qui sont angéliques, elles sont les bienvenues en Algérie. Dans le cas contraire, il est préférable qu'elles restent là où elles sont. Donc ça, c'est pour le pétrole, l'industrie, les banques. Nous répétons, Madame Georgieva, directrice générale du FMI, et Monsieur Malpass de la Banque mondiale, que nous supplions nos compatriotes algériens de demeurer pacifiques, de continuer à résister dans la dignité. Du Canada, nous pouvons appeler à toutes les formes de violence. Nous leur demandons d'accepter tous les sacrifices qui leur seront demandés pour être solides, qui seront utilisés, dont bénéficieront les soldats qui sont aux frontières. Bon, l'industrie, donc, nous l'avons abordé maintenant. Le dernier élément, du moins, que nous aborderons rapidement. Les autres, nous allons entrer un peu plus les chiffres. Voici les ressources hydriques. Le problème de l'eau en Algérie. L'Algérie, elle est là. Elle est là. Quand on regarde la légende ici, l'Algérie est dans des niveaux de rareté absolue de l'eau. Quand nous disons que l'Algérie est dans une zone avec une eau à rareté absolue, il y a trois problèmes qui se posent. Problème que vont-ils boire? Il y a les problèmes de toutes les maladies liées au stress hydrique qu'il faudra payer. 3. Avec quelle eau seront développées les industries? Et avec quelle eau allons-nous quelle eau sera utilisée par l'armée algérienne? Est-ce que le problème de l'eau pourrait créer une guerre fratricide, une guerre civile? Oui. En voici pour l'eau. Ce sont les projections de population que nous avons récupérées de la division population de l'Organisation des Nations Unies.
à partir de maintenant, quand nous parlerons de population, pour nous, les chiffres des Nations Unies, qui n'ont rien d'officiel, qui sont juste des projections, seront nos chiffres de référence. C'est-à-dire, pour nous, nous allons considérer que ces chiffres reflètent la réalité de la population algérienne à la mi-2020, à la moitié de l'année 2020. C'est le critère de raisonnement en démographie. En milieu d'année. Pour nous, ces chiffres sont vrais et exacts. Donc, en reprenant tous les chiffres de l'ONU, de la division population qui, rappelons-le, utilise un scénario médian pour les projections sur un siècle, les voici. Nous avons refait les calculs. Nous avons refait certains calculs pour certains taux. Pour certains taux, nous avons des différences de dixièmes. Pour d'autres taux, nous avons des différences de centièmes. Bien sûr, nous allons envoyer une copie de ce travail à l'ONU, au PNUD, Division Population de l'ONU, au Programme des Nations Unies pour le développement, du UNDP, le United Nations Development Programme. Nous allons envoyer une copie, parce qu'en parallèle, nous avons déjà par le passé contacté l'université de Denver, l'université de Pennsylvanie, l'université d'Uppsala, l'université de Stockholm. Donc nous allons les relancer et bien sûr nous allons informer certains chefs d'État, africains essentiellement, bien sûr, africains. Donc, quand nous regardons le graphique de la courbe, visuellement, à l'œil nu, il apparaît comme une droite. Une droite linéaire. Qu'est-ce qu'il dit? Donc cette droite, elle est linéaire, elle n'est pas exponentielle, qu'il n'y a pas de choc démographique. Donc c'est un raisonnement ceteris paribus ou bien business as usual. Dans le raisonnement ceteris paribus, essentiellement à M. David Malpass, nous vous avons dit dans notre message en anglais que c'est un raisonnement pétrifiant. Il est horrible. Soit d'un point de vue... Nous acceptons son utilisation en théorie, bien sûr. Nous l'acceptons, faute d'autres moyens. Il est horrible. Donc, la moyenne géométrique de la croissance de la population algérienne sur les 10 ans, c'est-à-dire de 2010 à 2019, est de 2,01. Rien de grave. Et donc, la croissance démographique en Algérie n'est pas stressante. Mais c'est plutôt la décroissance des populations en Europe qui est stressante, pour certains. Bon, la courbe, cette droite linéaire-là, elle est marquée par tout ce qui touche au boom des naissances post-guerre civile. Nous attirons l'attention que les enfants nés à la fin de la guerre civile, c'est-à-dire 95-96, enfants nés disons entre 95 et 99. 95 et 1999 sont arrivés sur le marché du mariage, sur le marché de la nuptialité. Soit fille ou garçon, ils sont arrivés. Donc, cette croissance de la population s'explique. S'explique. L'autre, depuis nous allons aborder la croissance de la population et du PIB. Donc, la population n'a rien de grave. Pour nous, nous avons dit que si nous devenions président de la République, nous allons doubler la population algérienne sur un horizon de 40 ans. D'après nos calculs, sur 10 ans, la population algérienne a augmenté de 19,67%, c'est-à-dire de 20% à peu près, en arrondissant là. Donc, pour l'augmenter sur 10 ans, elle a augmenté de 20%, à peu près. À peu près, on va dire que sur 40 ans à peu près, donc nous n'étions pas loin dans notre suspicion, dans notre ciblage. Bon, bien sûr, il y a le fait
ce phénomène d'exponentiation, hein, d'exponentiation que nous devons prendre en charge. Donc, nos calculs, par l'utilisation d'une fonction linéaire simple de la fonction linéaire de la croissance de la population théorique, c'est-à-dire telle que nous la voyons dans les livres de théorie, d'économie, de démographie, utilisés à l'Université de Montréal, la forme linéaire donne une population de 43 427 696, alors que la population de l'ONU, division population de l'ONU, donne 43 53 000. Hein. Donc là, en forme exponentielle, c'est-à-dire quand on utilise la forme exponentielle de l'équation de croissance de la population, nos calculs donnent 43 505 173. Donc, l'approche, le calcul, ces chiffres, nos chiffres sont supérieurs de respectivement 43 374 695 personnes et 452 173 personnes. Nos calculs par la méthode linéaire et la méthode exponentielle donnent ces différences. Donc, la première chose, la première variable à laquelle nous pensons, donc, c'est l'usage de discrepancy, hein, une divergence, discrepancy par la division de population de l'ONU, ou bien l'utilisation d'un coefficient directeur très proche de 1 de cette courbe. C'est le... Bon, en termes de théorie, nous pensons qu'il s'agit bien sûr de la théorie de Gary Becker, prix Nobel d'économie, spécialiste de l'économie domestique, de l'économie de la famille, de l'économie du foyer, hein, de household economics. Household economics, nous pensons qu'il s'agit de sa théorie qui a servi de cadre normatif, de cadre théorique. Ça, donc... de discrepancy, un coefficient directeur, un coefficient de la courbe très très proche de 1, hein, très proche de 1. Donc ça c'est pour les populations. Les populations, maintenant nous allons venir un peu plus pour la loi des finances algérienne, la loi des finances de 2016, 2018, 2019, 2020, 2021. Nous le signalons ici. La santé, qui est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est le truc violet là. Le plus gros trou là, la plus grosse barre là, c'est la défense nationale. Et en économie libérale, les dépenses militaires sont dites des dépenses stériles. Elles ne produisent absolument rien. Elles produisent leur production est intangible, elle est diffuse, elle est censée produire la paix et la sécurité. Alors. Maintenant, nous allons passer au chiffre de la Banque mondiale. Concernant le GDP de produit intérieur brut, le PIB. Le GDP, PIB, c'est la même chose. En dollars constants. GDP en dollars constants. Et ici, GDP en constante LCU. Nous allons dire 2 mots sur LCU, mais nous allons l'aborder avec vous et c'est très important pour nous. LCU, c'est Local Currency Unit, c'est l'unité monétaire locale. Dans notre cas, c'est le dinar algérien. Ça fait plus de 5 ans depuis que nous avons posé une question simple. 2 questions simples. Qui calcule le PIB algérien? Et quelle est l'équation du taux de change? C'est tout ce que nous avons à dire, du moins, sur maintenant, mais nous allons montrer un graphique.
Voici en bas. C'est le PIB en dollars constants. En dollars nominaux, en dollars courants, de 2010 à 2019. Notre on calcule ces chiffres dans ce graphique. Nous allons dire deux mots sur ces chiffres et nous allons dire deux mots sur ce graphique. En 2015, là, c'est là où nous tirons chapeau aux Algériens. Leur résistance. La production algérienne, le PIB algérien a connu une dépression économique, non pas une récession, une dépression économique que nous sommes tentés, nous qui sommes croyants, que c'est Dieu qui les a sauvés de la disparition complète. Une dépression économique de moins 20%, moins 22,21%. Quand nous faisons les gains de croissance, qui soient positifs ou négatifs, gains de croissance positifs et perte de croissance, si vous voulez, pour être dans le langage français, là, négatif. Après 10 ans, l'Algérie n'a gagné que 9 milliards 935 974 636 dollars. Après 10 années de production, l'Algérie n'a gagné en croissance, en valeur. La valeur de la croissance n'a été, quand on fait les plus et les moins, elle n'a gagné que 9 milliards 935 974 636 dollars. Ces 9 milliards, 93, etc., peuvent être gagnés en envoyant une mulâtre, une blonde, dans la chambre d'un décideur ultra lourd en Algérie, dans un hôtel des Bahamas ou bien dans un hôtel de Dubaï. Ça, c'est des gains qui peuvent être gagnés en corruption. Dans la corruption. Des Algériens ont été corrompus, eux ont corrompu d'autres pour qu'ils leur achètent leurs marchandises, même si le dinar est une monnaie criminelle par cette dévaluation. D'un point de vue graphique maintenant. Voici un point de vue graphique. Voici les chiffres du PIB en dollars. Après, nous allons parler uniquement en dollars. Parce que non seulement nous avons honte de ne pas parler avec le dinar algérien. C'est une honte de ne pas parler de sa production avec sa monnaie nationale. Voici la dépression. Mais comme par hasard, le PIB algérien, comptabilisé, du moins, donné en dinar algérien, est toujours positif. Mais il est faible. C'est cette ligne bleue-là. Alors qu'en dollars, ça c'est plus qu'une dépression là. C'est une chute dans un trou sans fond. Maintenant, quand nous analysons un tout petit peu les chiffres du PIB donné en monnaie locale, en dinar DZ, en calculant différents indicateurs, le RNB par capita, le revenu par habitant, etc., et en calculant un taux de change effectif moyen. Nous constatons que en 2010, le taux de change est de 94 moyen, taux de change effectif moyen est de 94,53 en parité de pouvoir d'achat absolu.
Nous, c'est l'histoire de PPA relative. Nous y croyons comme s'il y avait une population dans le noyau de la Terre. Là. Et depuis 2010, le dinar ne fait que perdre de valeur jusqu'à ce jour. Dans nos calculs, ils en sont 11, même s'ils sont loin du taux de change prédit pour l'avenir, décidé pour l'avenir de l'Algérie. En calculant des variations, le taux de change du dinar algérien, taux de change effectif moyen, en PPA absolu, a gagné en 2011-2012. Depuis 2012, il a perdu jusqu'à 2016, c'est-à-dire le dinar algérien s'est dévalué. Et depuis 2017, il gagne. Il gagne. Ça, ce sont les chiffres de la Banque mondiale que nous avons utilisés. La dévaluation du dinar algérien à laquelle nous sommes radicalement contre et laquelle nous allons encore le démontrer après, depuis 2015, que nous l'avons dit, la première décision, si nous avons le pouvoir de décision, nous allons surévaluer le dinar à septembre 88, à sa valeur de septembre 88. C'est un enfer pour les Algériens que le FMI refuse de faire subir à nos compatriotes. Tenons ici la balance, le programme d'ajustement structurel, le programme de stabilisation de la balance des paiements de l'Algérie, comme nous l'avons dit en 2015, ne sera jamais atteint. La preuve, elle est là. Maintenant, ce que nous surprend, c'est cette croissance qui est signalée ici, alors que le calcul donne moins 22%. Donc, le problème de la population en Algérie, le problème de la qualité de données se pose en Algérie de manière très sérieuse. Donc, il est temps maintenant, du moins cette qualité de données nous confirme que le chiffon de texte là, de constitution doit être non seulement oublié, il faudra penser à constitutionnaliser l'inflation et non pas le transfert de la propriété publique vers le secteur privé. Ça, ils n'ont pas oublié ça. Et constitutionnaliser la statistique sociale. Donc, avant d'aborder le dernier point, qui est le commerce international de l'Algérie, surtout le commerce international africain de l'Algérie, nous allons commencer par l'élément le plus important, parce que nous pensons au modèle Cobb-Douglas à 3 dimensions que nous avons développé, que nous avons décrit rapidement dans notre livre, le livre de la jarre pour la patrie, analyse économique, action internationale, droits de l'homme. Donc ça, c'est un livre que nous avons publié, qui a été publié, un autre livre qui a été publié en 2017. Bien sûr, ce livre n'a été possible n'a été possible que grâce à une femme d'exception que nous connaissons. Il a été possible grâce à elle. Grâce à elle. Donc, nous prenons les chiffres du programme des Nations Unies pour le développement. Bon, bien sûr, sont les chiffres de référence pour nous, moi, dans un cadre théorique, dans un cadre d'approche normative et positive. Nous utilisons les chiffres internationaux. Nous allons faire des commentaires probablement qui ont rapport avec la méthodologie, avec certaines considérations d'ordre international, de politique, de relations internationales. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la manipulation de l'indice de développement humain, nous donnons
le cas en 2019, c'est-à-dire pour 2020, l'indice de développement humain de l'Algérie est de 0,748. Hein. Ça, c'est des données disponibles sur le site internet du PNUD. Donc, l'indice de développement humain de l'Algérie est de 0,748, qui la classe 91e sur 189 pays, ou à peu près au milieu. Bon, disons comme ça, à peu près au milieu. Hein. Bon, pour nous, au milieu ou en bas, ça a un autre sens. Quand il est ajusté aux inégalités, il chute à 0,596. Classement Algérie 2020, plus IDH de l'Algérie 0,748. Son classement 91. Ajusté aux inégalités, Jenny ou Atkinson, le plus parle des deux. Il chute à 0,596. Nos compatriotes algériens et africains ont des difficultés probablement à manipuler, à comprendre ce qu'est un indice à 0,748 ou à 0,740. L'Algérie est classée 91e avec 0,740. La Norvège est classée première avec un indice de 0,957. La différence est de moins 0,209. La différence est de moins 0,209. Le classement de l'Algérie moins le classement de la Norvège donne moins 0,209. C'est-à-dire, là, c'est pour vous montrer que nous allons parler avec des millièmes, des centièmes et des dixièmes de points. Avec moins 0,209, l'Algérie doit rattraper 90 places pour se retrouver au même niveau que la Norvège. Moins 0, en valeur absolue, 0,209 points représente 90 places. L'Algérie avec l'Espagne est classée 25e. Avec le même, 0,740 indice de l'Algérie, moins 0,904, qui est égal à moins 0,156, c'est 66 rangs, 66. C'est-à-dire l'Algérie doit rattraper 156 millièmes de points pour être au même niveau que l'Espagne. Donc, vous avez là 156 millièmes de points à 209 millièmes de points. On a l'impression que c'est petit. La différence est petite, alors qu'elle est immense. Pour rattraper 25 places dans un développement, à la santé, l'éducation, protection sociale, la nature, l'environnement, les inégalités, la pauvreté, etc. L'Algérie avec un pays qui s'appelle le Palo. Palo est 50e. L'Algérie doit gagner moins 0,086 points. L'Algérie avec la Tunisie est classée 95e. Le classement de l'Algérie est meilleur que celui de la Tunisie pour 2020. 0,748 moins 0,740, ça donne 0,008 points. 8 millièmes de points. Il y a 8 millièmes de points pour 4 places. Ceux qui ont des difficultés pour manipuler ces chiffres, 8 millièmes de points dans 4 places, hein, c'est beaucoup 4 places. Ceux qui ont des difficultés à manipuler, vous faites une transformation d'échelle. Vous multipliez tous les indices par 1000. Vous aurez 209 points, 156 points. Peut-être qu'ils sont plus intelligibles, ils seront plus intelligibles pour vous. Pourquoi l'indice de développement humain de l'Algérie est intégralement faux? Donc, grâce à cette femme d'exception, hein, c'est une jarre. C'est une vraie jarre là. Nous allons parler de jarre et de diamant. En 2014, nous avons travaillé sur les effectifs de l'éducation dans le cadre de l'enseignement de Tamazight. Nous avons travaillé sur les populations algériennes du Soudan, du Sénégal, de l'Inde, si mes souvenirs sont bons là. Donc, nous avons demandé, nous connaissons l'organisation internationale, on va dire organisation internationale.
qui calcule ces chiffres. Nous avons été la voir. Nous avons été voir ceux qui les calculent. Bonjour, bonjour, décontracté. S'il vous plaît, est-ce que vous donnez les données brutes de l'Algérie? Ah non, monsieur. Ah non. Donc, la transparence de l'information est ce qui vient avec, là. Ah non, monsieur. Bon, en souriant, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous donner les données brutes de l'Algérie? Parce que c'est un professeur qui nous a demandé de redresser les statistiques de l'Algérie. Nous avons évité de faire ça. Ça demande, il nous a conseillé de réduire ça de 20%, etc. Ah non, non, ça demande des calculs immenses. Alors que nous étions pris par le temps, il fallait faire des calculs rapides. Donc il fallait trouver un autre moyen pour calculer des chiffres précis. Hein. Oui, d'accord. Donc à ce monsieur, nous avons posé la question suivante. À partir de quel âge j'ai calculé l'espérance de vie à la naissance des Algériens? L'espérance de vie à la naissance des Algériens. À partir de quel âge est calculée l'espérance de vie à la naissance des Algériens? Implicitement, nous pensons que nous pouvons penser qu'il s'agit à partir du jour de la naissance. Non. L'espérance de vie de l'Algérie, l'espérance de vie à la naissance des Algériens est calculée à partir de 24 ans. Ça, c'est jusqu'à 2015. Après, est-ce qu'il y a eu un changement? J'ignore. Donc, l'espérance de vie de l'Algérie, c'est 76,1 jusqu'à 76,9 en 2019. Donc, avec les changements dans la structure de la pyramide des âges, parce qu'une pyramide des âges, si la pyramide des âges de la population algérienne était parfaite, c'est-à-dire comme celle des pyramides d'Égypte, du moins, une face. Une face de la pyramide d'Égypte ressemble à la pyramide des âges des Algériens. C'est parfait, donc elle sera toujours biaisée. Parce que ça dépendra des effectifs qui sont au sommet, ça dépendra des effectifs qui sont à la base. Les fréquences d'âge, là, pour calculer les fréquences d'âge, hein, c'est les NI multiplié par les HI, hein, c'est la somme des NI multiplié par des HI divisé par la somme des NI, etc. Bon, ça, c'est des calculs démographiques, on s'en fout là, c'est pas le moment, parce que nous pouvons même nous tromper dans l'équation. Elle est déformée. Même ainsi, il sera difficile d'estimer avec précision la durée de vie à la naissance. L'espérance de vie à la naissance. L'espérance de vie, ce n'est pas la durée de vie. Hein. La durée de vie, c'est autre chose. Donc, cette organisation internationale, bon, pour 24 ans, c'est-à-dire façon de dire, oui, nous confirmons que c'est à partir de 24 ans. Donc, bon, merci, merci, merci. Yeah. Le nombre d'années espérées en scolarité, hein, expected, espéré, attendu, c'est-à-dire quand un enfant naît, il est attendu de lui qu'il fasse, d'après l'indice de 2020, 14 années d'études en moyenne, 14,5 années. Il est attendu. Il est espéré qu'il fasse 14,5 années d'études. Réellement, la moyenne du nombre d'années de scolarité est de 7,9 à 8. Disons 8 années. C'est-à-dire, en gros, il perd à peu près 40% de scolarité. Ça, c'est tout. Pour le revenu par habitant, le revenu par habitant, GNA per capita, par habitant, c'est celui de 2017. Il est calculé en parité du pouvoir d'achat des dollars de 2017. Il varie entre 11 151 dollars en 2015 à 11 174 dollars en 2019, avec 11 500 dollars, 554, 11 300 dollars pour les autres années, hein, au milieu, entre les premières années. Ce sont ces valeurs qui donnent un indice de 0,743.
Là, nous avons tenté, première page, ce sont des scénarios. C'est ce qu'on appelle des scénarios en ceteris paribus. Nous le répétons, le raisonnement ceteris paribus ou bien business as usual sont pétrifiants. Mais faute de mieux, on les utilise. Nous avons défini 5 scénarios. Nous modifions une variable et nous recalculons l'indice de développement humain avec le même outil que le PNUD. C'est-à-dire, c'est le même outil de calcul que le PNUD que nous avons utilisé. Donc, nous avons défini 5 scénarios. Le premier scénario, nous avons remplacé le revenu par habitant en dollars de 2017 par le GNI par capita courant, c'est-à-dire celui du PIB courant. Et nous avons maintenu les autres valeurs identiques. Nous avons changé uniquement le revenu par habitant. Qu'est-ce qui se passe? L'indice de développement humain descend à 0,701. Nous vous avons dit tout à l'heure que 48 millièmes de points, 48 millièmes de points vont nous faire 20%. Ça, sans l'ajustement aux inégalités, sans ajustement. Donc, cette baisse du valeur de l'index nous fera perdre facilement 20 points, 20 places. Deuxième scénario, nous avons réduit la durée de vie à la naissance de 2 années. Il nous fait descendre l'indice de 0,875 à 0,845. À 0,845. Donc, nous perdons encore quelques places. Troisième scénario, augmentation de 4 années d'années d'éducation. 4 années, c'est-à-dire au lieu d'avoir 14 années, nous allons avoir 18 années d'enseignement par tête d'habitant. Là, l'indice de développement, de développement remonte. Il se situe à peu près à celui du PNUD. Quatrième scénario, nous avons augmenté de 4 années le nombre d'années moyennes de scolarité. Le nombre moyen d'années de scolarité a été augmenté de 4 années, c'est-à-dire on maintient dans l'enseignement des enfants ou bien des adolescents, de 4 années. Là, l'indice de développement humain s'améliore sensiblement. Donc, et bien sûr, nous avons un autre calcul. Nous avons chambardé toutes les variables par un 5e scénario que nous allons traiter éventuellement avec le PNUD ou la Banque mondiale ou le FMI si sont souhaités. Pourquoi nous avons fait tout ça? C'est pour le lier à l'économie interafricaine et tenter de trouver le modèle Coupe Douglas. Voilà. De l'Algérie. Donc, pour nous, la variable explicative de ce développement algérien est dans la scolarisation des enfants. C'est la conclusion à laquelle nous avons abouti en 2014 dans nos études d'impact économique de Tamazir. Dernier élément maintenant. Pour les formes graphiques, voici comment on représente l'indice, ou bien vous avez cette manière de le représenter, hein, les lignes. L'importation des biens et marchandises de l'Algérie. Le bleu, c'est les valeurs totales de l'importation. L'orange,
la couleur orange indique la nourriture des importations. Donc, contre une idée conçue, une idée préconçue, les Algériens ne sont pas des tubes digestifs. Le reste de l'importation, ce n'est pas l'alimentation qui est importée le plus en Algérie, ce sont le reste. C'est quoi le reste? C'est probablement les escadés de l'igname. Probablement, ce sont les boutons, ou bien le fil, ou bien probablement, tiens, pandémie oblige, les masques ou les gants, nous ne savons pas là. Nous savons. Donc ça, c'est les importations. Donc les Algériens, d'un point de vue nourriture, peuvent résister. Voici maintenant, commerce international de l'Algérie avec les pays sous-développés, essentiellement l'Afrique. Le bleu représente les exportations de l'Algérie. Les exportations de l'Algérie ont été assez stables, ensuite elles ont augmenté, ensuite elles ont baissé. Et voici. Mais par contre, ces importations, voilà, là, elles ont été très faibles et là, elles ont explosé. Si nous n'allons pas prendre de grands, le sud algérien est pris par des mafias. Le sud algérien, en plus de la guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger, le sud algérien est géré par des mafias. Des mafias nationales ou transnationales. Nous prenons énormément de risques sur nos vies. Donc, il le confirme. Confirme ce que nous avons dit en 2014. Donc, monsieur David Malpass, madame Kristalina Georgieva, nous vous réitérons nos disponibilités à venir à Washington pour récupérer cette valise, travailler avec vos économistes. Nous continuerons à supplier les Algériens de demeurer pacifiques et d'agir pour la complétude de leur amazérité. Sans leur amazérité, leur paix sera impossible. Sans l'amazérité, l'arrêt et la cessation de cette guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger sera impossible. Chers compatriotes d'Algérie, continuez à résister dans la dignité. Demeurez à être amazir. Du Canada, en nous adressant à la directrice générale du FMI et au président du groupe Banque mondiale, nous pouvons dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous pouvons vous encourager à faire ce que vous voulez, à casser. Non! Nous vous supplions de demeurer pacifique, de résister dans la dignité. Actuellement, vous avez réussi une prouesse. La dépression économique, apparemment, vous l'avez traversée. Vous avez contenu l'inflation, chapeau. Redevenez amazir. Redevenez frère. Soyez solidaires avec tous les étrangers qui vivent en Algérie. Mais exigez de l'État algérien à ce qu'il se prononce sur la non-survenance des crimes contre l'humanité. Le paiement des actes de soins, la contractualisation de l'acte de soins. Et l'État algérien est avisé de ne pas soulever la question de la capitalisation des retraites, d'un système de capitalisation, d'un système de retraite par capitalisation et non par répartition. Chers compatriotes d'Algérie, Madame Kristalina Georgieva, Monsieur David Malpass, I will be happy, I will be very glad, I will be honored if you accept my coming to Washington to discuss peace, about the majority of Algerian people, about the justice, a fair justice, according to John Ross rules and not Robert Nozick rules. Monsieur David Malpass, Madame Kristina Georgieva, si vous aimez votre pays, et nous n'avons aucun doute là-dessus, nous aussi nous aimons notre pays. Et nous allons continuer à faire ce que nous pouvons pour lui, pour la patrie, pour ses populations.
Nous voulons que notre nom soit associé à la paix, au bonheur, au développement, à la prospérité, même si ça doit coûter très cher, et non pas à la peine, à la tristesse, à la mort. Merci.